Dans cet épisode, tu vas voyager loin, très loin avec un thé. Mais avant de partir, j'aimerais t'inviter à aller jeter une oreille sur le balado de Pochon. C'est un ami, ancien de France Inter, et pour ses 60 ans, il a marché 1500 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et chaque soir, il livrait un épisode de sa journée. Aujourd'hui, il donne la parole à des gens bien qu'il croise au hasard de la vie et il leur demande entre autres ce qui les rend heureux. Alors va écouter le balado de Pochon et tu feras de belles rencontres. AR Magazine Voyageur, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Alors je crois que c'est du thé vert, je ne sais pas si tu es plutôt thé noir ou thé vert. Moi, j'aime absolument toutes les couleurs de thé et moi, c'est souvent ce qu'on me renvoie que comme j'adore le thé, je vais sûrement aimer que le thé vert. Mais non, il y a des très beaux thés noirs, comme les thés, je pense au thé d'Argeling de printemps, donc qui viennent de la récolte de printemps. C'est des très beaux thés noirs. Il y a aussi certains thés noirs japonais ou coréens qu'on connaît un peu moins. Mais non, j'aime toutes les couleurs de thé. J'aime aussi beaucoup les thés oolong, bleus, qu'on dit bleu en français. Qui sont très très bons aussi. C'est des thés semi-oxydés. Je bois absolument tout ce qu'on me propose jusqu'à... Ma tolérance s'arrête au sachet de thé Lipton, c'est tout. J'aurais pas osé offrir un thé en sachet à Lucie Azéma, une fille qui sort un livre sur l'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde, paru chez Flammarion. Pour l'instant, on est dans mon salon avec Lucie Azéma, mais grâce à son dernier ouvrage, on va embarquer dans un grand roman d'aventure dont l'intrépide héros est le thé. C'est une expérience très intérieure, le thé. C'est une expérience de voyage. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment l'aller-retour entre les deux. Aller-retour, voilà. Il y a l'aller-retour, c'est sûr, physique, du point d'arrivée, point de départ. Mais aussi, pour moi, le voyage, c'est un aller-retour entre son monde intérieur, le monde extérieur. Les deux se nourrissent de façon extrêmement forte. Et le thé, je trouve, est un moyen de lier ces deux espaces, si je peux dire. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine et dans le numéro 61 actuellement en vente, avec la couve sur Alula en Arabie Saoudite, tu peux lire quelques bonnes feuilles de son dernier ouvrage. Pour ne rien rater de la série Aller-retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Donc toi, tu as vécu en Iran, au Liban, en Inde, et aujourd'hui tu es en Turquie. Alors j'aimerais bien que tu me donnes un mot, une expérience dans chaque pays comme ça, avec une histoire associée, parce que dans ton livre, tu mêles complètement cette histoire personnelle avec l'aventure du thé. On commence par quel pays ? On peut commencer par l'Inde. Donc j'arrive en Inde, donc j'avais trouvé un travail et il y avait une dame à mon travail qui était chargée de préparer du thé pour tout le monde. Et en fait, donc j'arrivais le matin, elle préparait le thé. Et en fait, elle s'est rendue compte que j'adorais parce que donc en Inde, voilà, il faut préciser que pour ceux qui savent pas, c'est que le thé indien donc est préparé avec du lait et des épices. Et quand on fait cuire le lait à la casserole un tout petit peu trop, il se forme une peau sur le dessus. Et moi, j'adore ça. J'adore cette peau sur le haut du chai. Et donc, elle s'était rendue compte de ça. Et en fait, quand j'étais la seule pour qu'elle préparait du thé ou quand j'arrivais plus tôt que les autres, elle se débrouillait pour que ça fasse une petite peau. Donc, pour l'Inde. Ensuite, l'Iran. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le thé préparé au samovar qu'on partage avec plein de gens. Ce thé un peu illimité. Donc, c'est aussi une façon de se retrouver et de passer du temps tous ensemble. Donc, il n'y a pas forcément un moment de thé dont je me souviens. Enfin, j'ai fait des rencontres très importantes que je décris aussi dans le livre, mais c'est plus un ensemble. Et la Turquie, alors, aujourd'hui ? La Turquie, c'est les plus gros consommateurs de thé au monde. Ils sont à une moyenne de 1000 tasses par an et par personne. Et donc, ils boivent beaucoup de thé. Et c'est une manière... Ça ponctue totalement la journée. C'est des toutes petites tasses... Injebeli, elle s'appelle. C'est vraiment des tasses un peu cintrées. Et c'est un peu comme un shot de réconfort et d'énergie de boire du thé. On joue au backgammon aussi, ça c'est ce que j'aime en Iran et en Turquie, c'est de jouer au backgammon et en buvant du thé, et ça fait partie aussi, c'est tout un ensemble.
Alors c'est vrai que dans ton livre, il y a toutes les routes du thé ou les déroutes du thé ou toutes ces explications-là, comment le thé est arrivé d'Orient et s'est déplacé vers l'Occident. Donc il y a les routes, mais en même temps, il y a aussi cette idée d'intériorité, de place au calme ou autre. On se retrouve avec soi-même aussi, il y a les deux, c'est intimement lié. C'est pour moi une des choses que j'aime le plus dans le thé, c'est que ça a un moment de recentrage presque de... Alors moi je pratique pas la méditation, mais j'imagine que les gens qui aiment faire de la méditation trouvent un plaisir très similaire, ou en tout cas un bienfait très similaire au fait de boire du thé. Ce qui est très important aussi dans le thé, c'est les objets. J'aime beaucoup les matières, les souvenirs qui sont liés aux objets, donc sans rentrer dans quelque chose de très matérialiste, mais des voyages qu'on a fait. On a ramené une tasse. Enfin, moi j'ai beaucoup de tasses que j'ai ramenées de voyage et qui me rappellent des moments très précis. L'esthétique de l'objet en lui-même, avec aussi en Japon, ils ont toute cette esthétique du wabi-sabi, donc le fait que les objets, les légères impuretés ou imperfections, c'est ce qui sublime aussi les objets et les tasses. Comment tu as découvert le thé ? Comment t'es tombée en fait en amour, comme disent les Québécois, avec le thé ? Tombée dans la marmite du thé. Ouais. Alors c'est vraiment lié au voyage. Et je commence le livre là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dans les écrits d'Alexandra Davinel, elle décrit au Tibet, quand elle voyage et qu'elle boit du pocha, donc qui est le fameux thé au lait de Dri, donc la femelle du yak. Et donc j'ai commencé à lier un peu thé aventure. Et donc j'ai commencé à en boire beaucoup toute seule. Et ensuite j'ai travaillé dans une boutique de thé à Paris. Donc là ça a fait exploser non seulement mon intérêt mais aussi mes connaissances. Et j'avais accroché sur mon casier un portrait d'Alexandra Davinel parce que pour moi c'était vraiment comme ça un peu que j'étais justement tombée dans la marmite du thé. Et après voilà, c'est devenu un peu un fil conducteur. Il y a beaucoup de voyages que j'ai fait par rapport au thé, par exemple la Chine, le Japon, j'y suis allée aussi beaucoup pour le thé. Il y a des régions la région d'Iran où ils cultivent du thé au nord, qui est la région de Guilon. J'y suis allée aussi pour ça. Voilà, donc j'ai aussi fait des voyages uniquement pour le thé. J'aurais du mal à voyager dans un pays où on ne boit pas du tout de thé. Ou alors ou en tout cas, je me le ferais en cachette, mais ça serait... Par exemple, je pense que c'est pas un hasard que je ne sois jamais allée en Amérique latine. Je pense que c'est pas un hasard. J'irai un jour, mais voilà. Et alors, toutes ces couleurs de thé, en fait, au final, il n'y a quand même qu'un seul arbre. Oui, en fait, toutes les couleurs de thé viennent d'une seule plante, donc qui s'appelle le Camellia sinensis, donc qui était à la base un arbuste qui poussait de façon endémique en Chine. Et les Chinois, quand ils vont se rendre compte que cette feuille de cet arbuste a des propriétés stimulantes, soit quand on la mélange avec quand on l'infuse dans de l'eau, soit quand on la mélange avec d'autres aliments, parce qu'au début le thé était consommé comme une sorte de soupe avec des épices. Et donc en fait, le Camellia sinensis, en fait, ce qui va et à la base de tous les thés, ce qui va déterminer la couleur du thé, c'est le travail qu'il y a sur la feuille. Donc au début, on a le thé blanc, qui est une feuille presque vierge, il n'y a presque pas de travail sur la feuille. Ensuite, on a le thé vert. Ensuite, le thé bleu oolong, qui est un thé semi-oxydé. Le thé noir, qui est un thé oxydé. Donc on oxyde la feuille. Et ensuite, au-dessus, il y a les thés sombres, poires, qui sont des thés fermentés et qui comme leur nom l'indique, sont des thés fermentés. Et c'est les plus vieux thés, en fait, c'est ceux qui ont voyagé sur la route du thé. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je bois un peu, hein. Moi aussi. J'ai lu dans ton livre aussi que l'eau, en fait, avait une importance assez incroyable, ce que j'imaginais pas du tout. Oui, l'eau c'est la matière première du thé, en fait, et elle va vraiment déterminer le rendu final de la boisson qu'on a dans la tasse. Donc par exemple, une eau de mauvaise qualité, elle va tuer les propriétés du thé. Une eau qui est trop chaude, elle va créer de l'amertume. Et dans la tradition chinoise ancienne, les grands maîtres de thé étaient capables de dire d'où venait l'eau qui avait été mélangée au thé. Donc elle venait soit d'une source de montagne, soit d'un puits, soit de la rosée du matin. Donc il y a toute
toute cette tradition de l'eau, et aussi les grands amateurs de thé se faisaient livrer de l'eau sur des kilomètres en fait, et qui provenaient d'une source qui était proche du jardin de thé d'où venait le thé qu'ils allaient consommer. Donc il y a vraiment cette idée aussi de respecter la feuille, et c'est vrai que beaucoup de fois, on peut préparer le thé avec de l'eau du robinet, mais c'est vraiment pas recommandé. Le mieux, c'est de l'eau minérale, parce que c'est ce qui va permettre de faire le meilleur thé, en fait. Moi, j'ai fait transporter l'eau de Paris. C'est pas mal non plus, hein, c'est mon quotidien. Ton premier essai, ton premier livre, en fait, c'était « Les femmes aussi sont du voyage ». Alors, est-ce que cet usage du thé, c'est surtout à l'attention des femmes ? On dit souvent que c'est une boisson de nana. Alors, c'est très intéressant, parce que justement, en fait, donc, le thé a une longue histoire liée justement aux routes, comme on l'évoquait. Et paradoxalement, c'est une boisson qui va se boire dans des moments plutôt de recentrage, de sédentarité, de partage, en fait, soit de solitude ou de partage avec les autres. Et en fait, il y a un basculement dans l'histoire, c'est que tout le temps où le thé était une boisson d'aventure, une boisson liée au négoce et au commerce, c'était un produit réputé masculin. Parce que c'était un produit d'extérieur. À partir du moment, il y a un basculement assez net dans l'histoire, à partir du moment où il va se sédentariser, qui va se populariser, qui va se démocratiser, qui va devenir une boisson d'hospitalité qu'on offre pour quand on reçoit des gens, il va basculer dans la sphère féminine. Donc c'est pour ça qu'on a cette image de la grande bourgeoise anglaise qui boit son afternoon tea. Donc ça, c'est la vision qu'on a en Europe. Il y a aussi l'imaginaire des geishas, comme on peut avoir au Japon. Donc vraiment une surféminisation en fait autour du thé. Et dans les pays où le thé reste un produit qu'on boit dehors, ce qui n'est pas le cas en France. Par exemple, en France, on boit du café si on sort, le plus généralement. Et dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Italie, ça va être pareil. Dans les pays où on boit le thé dehors, donc je pense Iran, Caucase, Maghreb, là, ça va être des tablées exclusivement masculines. Donc il y a, en fait, on peut vraiment calquer la question intérieur-extérieur, donc intérieur féminin, extérieur masculin, sur l'histoire du thé, sur ses pratiques. Et donc ça reprenait quelques obsessions que j'avais eues, qui sont les miennes, et dont je parlais déjà dans Les femmes aussi sont du voyage, de cette idée des femmes cantonnées à l'intérieur et les hommes qui ont les espaces infinis du dehors qui s'ouvrent à eux. En tout cas, ça reste la deuxième boisson la plus bue sur la planète, après l'eau. Et alors justement, il y a deux manières de nommer le thé dans le monde, et justement deux manières qui sont liées à deux routes bien différentes. Nous, on dit thé, tea, et ailleurs, ils disent chai, cha. Alors comment ça s'est fait, cette séparation ? Alors c'est vraiment un des aspects les plus fascinants, je trouve, par rapport à l'histoire du thé. Donc c'est vraiment, selon les pays où il est arrivé par voie terrestre ou par voie maritime, le mot a changé. Et donc il y a une explication très simple, c'est que quand les premiers pays qui vont commencer à acheter du thé à la Chine, donc à l'époque où la Chine avait le monopole du thé, donc elle gardait le secret de la fabrication du thé. Donc les premiers pays qui vont l'acheter vont le faire par voie terrestre, et ils vont donc ça va être le Moyen-Orient, jusqu'à la Turquie, et ils vont le faire à partir d'une ville où on parlait mandarin. Et donc le mot était cha, et toujours en mandarin cha. Et donc il y a des déclinaisons, chai, choi. Donc toute l'Asie centrale utilise ce mot-là. Le Japon, donc là c'est par voie maritime, mais en tout cas il va le découvrir aussi le thé à cette époque-là. Donc ils ont aussi pris une déclinaison du terme cha. Et quand les Européens arrivent dans la course, donc Européens, grands navigateurs, grands colonisateurs, mais aussi grands navigateurs, ça va ensemble, vont commercer avec un port du sud-ouest de la Chine, où il y a une langue qui est parlée, qui est le minyan, et là, le mot est tei, donc je suis désolée si j'écorche, mais en tout cas à l'écrit c'est tei. Et donc le thé va arriver en Europe par voie maritime, et avec toutes ces déclinaisons qu'on connaît, donc thé en français, tea en anglais, et tous les pays européens quasiment utilisent une déclinaison, sauf les Portugais qui disent cha et les Polonais qui disent herbata. Et cette découverte, en fait, au départ, il y a vraiment une histoire d'espionnage. C'est ça qui est fascinant. Ton livre, c'est vraiment comme un grand roman d'aventure. Et c'est vrai qu'au début, il y a un Anglais qui est allé là-bas, qui n'était pas déguisé pour essayer de percer ce secret que les Chinois se gardaient bien. Voilà, donc les Chinois gardaient le secret du thé. Ils ne voulaient pas le révéler. Ils s'en servaient aussi pour
obtenir de l'opium à bas prix de la part des Anglais aussi. Et en fait, à partir du XVIIe siècle, les Anglais vont être obsédés par le fait de percer ce secret et de pouvoir eux-mêmes produire du thé, de plus dépendre de la Chine pour l'acheter. Et donc, ils vont s'y prendre de plein de manières, mais là où ils vont réussir, c'est qu'ils vont envoyer Robert Fortune. Donc, il y a un botaniste à l'époque qui, lui, c'est l'époque des plant hunters qu'on appelle aujourd'hui, donc les chasseurs de plantes. Donc, c'était cette époque où tous les aventuriers, tous les botanistes parcouraient le monde à la recherche de plantes qu'on ne connaissait pas. C'est là où tous les grands herbiers qui sont aujourd'hui dans nos muséums d'histoire naturelle se sont créés. Donc lui, il a déjà voyagé dans beaucoup d'endroits, mais donc il accepte cette mission. Et il part de Londres et il arrive en Chine. Et donc il se déguise avec des énormes guillemets en chinois. Donc faut imaginer quand même que Robert Fortune était britannique. Hein, donc il ressemblait ni de près ni de loin à un chinois. Et donc il va même se raser le crâne et se coller une tresse comme certains hommes le faisaient en Chine à l'époque. Mais bon, il raconte tout ça dans son livre et je cite quelques passages dans le mien. C'est rocambolesque. Il sait pas manger avec des baguettes. Tout le monde le démasque tout le temps, mais en tout cas, il parvient, il y réussit. Il a avec lui 2 acolytes qui, pour eux, sont chinois, donc ils vont y parvenir. Et il va donc non seulement découvrir comment fabriquer le thé, donc notamment cette histoire de c'est la même plante et c'est le travail sur la feuille qui diffère. Et il va aussi prendre des plants qu'il va ramener en caisse de Ward, qui sont à l'époque, c'est une nouvelle technologie, qui sont les caisses en verre très style victorien qu'on connaît, c'est absolument magnifique, mais ça va être une manière de conserver les plantes pendant un long voyage. Il va les emmener en Inde et ça va être le début des grandes plantations britanniques en Inde. Et souvent, on a cette image que les Anglais ne connaissaient pas le thé, ils sont arrivés en Inde et les Indiens buvaient déjà du thé, ils ont trouvé ça sympa, ils se sont mis à en boire. C'est totalement l'inverse qui s'est passé. Les Britanniques connaissaient le thé, ils en consommaient déjà beaucoup, mais en l'achetant à la Chine. Et ils vont se rendre compte que ça pousse très bien en Inde, donc ils vont imposer à la force du bâton et des armes aux Indiens de créer des plantations. Et c'est là toute l'histoire. En fait, Robert Fortune a littéralement vraiment bouleversé l'histoire du thé, qui était un produit purement chinois et qui ensuite s'est étendu au monde entier. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie ? C'était une question aussi dans le podcast d'Hervé Pochon sur le balado de Pochon. C'est une question, je vais reprendre sa question. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie ? Et il me semble qu'à Téhéran, il y avait quelques trucs. Oui, il y a plusieurs trucs à Téhéran, mais c'est vrai, une chose, et pourtant ça paraît très simple, mais moi je pense que ça a été les moments les plus heureux de ma vie, c'était quand il faisait nuit, parce que donc c'est l'Iran, donc foulard obligatoire, et donc même sur un balcon, mais la nuit on peut un peu jouer avec, et enfin on peut, vu qu'il y a pas de lumière, je pouvais sortir à ce moment-là sur mon balcon sans foulard, sans rien, enfin sans foulard en tout cas, et vraiment, je me suis assise dans le noir avec du thé et de vraiment d'écouter la ville et d'avoir l'impression d'être en retrait de la ville et en même temps de sentir profondément qu'on y appartient parce que c'est mon appartement à Téhéran. C'est quelque chose de très symbolique aussi. C'est ma vie à Téhéran, c'est ma routine à Téhéran il y avait des moments où oui, j'avais presque envie d'en pleurer tellement je me sentais heureuse et c'était un moment où il se passait rien. Quelqu'un qui m'aurait vu de l'extérieur, il se serait juste dit elle boit son thé, elle est sûrement très bien, mais voilà. Et moi, je vivais un truc intérieur très fort. Pour découvrir les bonnes feuilles du livre de Lucie Azéma, L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde, paru chez Flammarion, il y a AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur Alula, en Arabie Saoudite. Sinon, retrouve AR Magazine sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. À bientôt pour de nouvelles aventures.